Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et nous revenons ce soir sur les tendances de rentrée au sein de l'univers des actifs privés, des actifs non cotés. Tour d'horizon que nous faisions cette semaine dans l'émission avec Alexandra Solnik, directeur des investissements, directeur des relations investisseurs, Private Asset chez BNP Paribas Asset Management. Oui, tout à fait. Donc, pour revenir sur ta définition, donc les actifs privés sont des actifs qui ne sont pas cotés en bourse, qui s'échangent sur un marché donc non régulé. On parle typiquement d'économie réelle, d'investissement dans des entreprises, typiquement small et mid cap, investissement dans des projets, infrastructures, immobilier. Donc, la palette, effectivement, est de plus en plus large. Alors, pour remettre les choses en perspective, tout d'abord, on est quand même sur un univers qui est en développement et qui représente peu ou prou, en fonction des chiffres, 10% du marché coté. C'est un marché qui reste très complémentaire, j'en ai parlé, investissement dans l'économie réelle avec une palette de types d'investissement. Donc, pour citer le plus connu, le private equity ou capital investissement, qui est la majorité des transactions, 50-60% en fonction de là où on se situe. Les projets dits infrastructures, donc on y reviendra, des projets dits essentiels pour l'économie, immobilier évidemment, le petit récent né dette privée, et également ensuite on peut aller tirer la métaphore sur d'autres classes d'actifs comme le capital naturel. Bien sûr. Et tous ces segments se démocratisent. Quand je dis se démocratisent, beaucoup de ces segments étaient réservés à des investisseurs institutionnels, sophistiqués, et de plus en plus, ces segments s'ouvrent à une nouvelle clientèle, qu'on dit retail, de clients privés, en tout cas d'investisseurs non institutionnels, pour dire les choses, Alexandra. Ouais. Alors oui, c'est une classe d'actifs qui se démocratise. Le mot est un peu fort encore. Voilà, d'accord. Se développe. Alors j'irai plus d'abord, si je peux me permettre, dans les grands chiffres un peu. On parlait de la vue d'ensemble. Voilà, la vue d'ensemble. Et ensuite, on rentrera et ça pourra expliquer pourquoi il y a cette démocratisation qui aujourd'hui commence à se développer, mais j'irai pas quand même jusque-là. C'est pas une classe d'actifs. C'est pas la grande démocratisation, d'accord. Pour tout le monde. Donc tout d'abord, si on regarde un peu les nouvelles de l'été et de la rentrée plus particulièrement, on voit quand même deux grandes tendances. La première, c'est des méga funds. Les gros fonds, on voit des fonds avec des levées historiques. Pour certains, je regardais encore l'autre jour la presse, 30 milliards de collectes sur certains fonds. Donc des collectes qui sont impressionnantes, qui potentiellement peuvent dire que oui, le marché arrive à maturité et est en train d'être complété par cette démocratisation, par de nouveaux types d'investisseurs, mais peut-être aussi signifie que les investisseurs, notamment institutionnels et privés, vont chercher à être sur des acteurs plus grands, peut-être plus puissants, et être assurés par choisir le gérant qui survivra dans 5, 10, 15 ans. Il y a une polarisation là qui est en train de se mettre en place. Sur certains fonds et sur certaines classes d'actifs. Donc ça, c'est la réalité. Ensuite, dans le détail, toutes les classes d'actifs ne sont pas du tout impactées par ces méga funds, et ça ne veut pas dire que toutes les classes d'actifs grossissent à la même vitesse. Et certaines, justement, sont aidées par ce souffle nouveau de la démocratisation. Qu'est-ce qu'on peut dire justement avec un peu de granularité, en reprenant les grands segments de marché, les grandes classes d'actifs, où est-ce qu'il y a un peu de croissance, beaucoup de croissance, moins de croissance? Alors, ce qui ne change pas, et là on voit toujours de la croissance, c'est sur l'infrastructure. Infrastructure, donc j'y reviens, des biens essentiels à l'économie, avec des très fortes barrières à l'entrée et une grande prédictibilité des cash flows. Donc on voit une classe d'actifs qui paraît, certes peut-être avec un peu moins de rendement, mais beaucoup plus finalement sécurisante pour les investisseurs et pour certains biens, avec un lien avec l'inflation, donc une protection contre les mouvements de l'inflation. Donc on comprend qu'aujourd'hui, je parlais de frilosité tout à l'heure, les investisseurs, notamment institutionnels et particuliers, ont un intérêt sur les classes d'actifs. Et si on regarde les levées de fonds, je regardais tout à l'heure, le premier trimestre de cette année est un trimestre record pour les levées de fonds en infrastructure depuis quasiment 10 ans, notamment en Europe. On verra si cette tendance se perdure. Infra, on parle, vous dites, c'est des infras critiques, c'est ce qui est lié à l'énergie, par exemple, aux télécommunications, ce genre de choses, c'est ça? Exactement, et ça peut aller jusque tout ce qui est data center, par exemple, communication au sens large, puisque Internet aujourd'hui est vu comme un bien essentiel. Exactement. Je pense que ça l'est pour beaucoup, oui. La deuxième classe d'actifs, qui est d'ailleurs très plébiscitée par les investisseurs privés, on y reviendra, c'est la dette privée. Donc la dette privée, pour faire le parallèle avec le marché coté et les obligations, on est sur un investissement moins risqué
que le capital investissement. On va être sur de la dette avec potentiellement des coupons plus réguliers et une durée de vie qui peut être en moyenne, en duration, plus faible. Et on a un engouement pour cette classe d'actifs. Alors, j'ai dû regarder 2 fois les chiffres parce que je me disais, en cette rentrée, contexte de taux Un peu morose, plutôt oui, en baisse, oui, c'est vrai. on dit on va aller plutôt quitter la dette privée, en tout cas en Europe, je parle de l'Europe ici, pour aller vers d'autres classes d'actifs. Et non, on a encore des levées de fonds records, avec certaines levées de fonds à 10, 15, 20, voire plus en termes de milliards. Donc on est encore sur une année très forte sur la dette privée et qui peut s'expliquer en partie par le côté défensif de la classe d'actifs, mais aussi en partie parce qu'elle est en train de se positionner dans des portefeuilles pour des clients justement particuliers qui commencent à investir doucement dans cette classe d'actifs. Est-ce qu'on trouve la même qualité en dette privée que ce qu'on peut trouver sur des marchés de capitaux ou des marchés obligataires ou de crédit corporate, Alexandra? Ou est-ce qu'il faut se dire que des entreprises qui se financent dans le privé sont des entreprises qui n'ont pas forcément accès à d'autres sources de financement? Ou est-ce que des émetteurs dans le privé sont aussi des émetteurs qui choisissent volontairement de rester dans cet univers privé? Exactement. Il n'y a pas forcément de critères de qualité par rapport à ces entreprises. C'est plus... Alors, si je simplifie, une question aussi de taille d'entreprise, ça peut être des entreprises qui vont être plus petites, qui n'ont pas accès au marché public, qui peut être assez cher d'y entrer, et notamment on peut avoir accès via ces entreprises-là à des marchés beaucoup plus niches, des secteurs que l'on ne trouverait pas dans le marché coté. Et pour finir peut-être sur le panorama de la rentrée, le corollaire donc de la dette privée, j'en ai pas parlé, mais donc le capital à investissement, donc la partie la plus risquée, toujours la classe d'actifs majoritaire, plus de 50 ou 60% du marché. Mais on sent une certaine toujours frilosité du marché. On en avait parlé la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Les sorties sont toujours un peu plus compliquées, un peu plus difficiles. Un marché qui, pour le moment, est un petit peu au ralenti. Et donc, la classe d'actifs aujourd'hui qu'on voit gagnante et qui est relativement récente, alors je parle de plusieurs années, c'est le marché du secondaire. Bien sûr. Donc juste pour situer, voilà. Bien sûr. Donc primaire, on parle d'un portefeuille qui va être récemment constitué par une société de gestion, et secondaire par un portefeuille qui est déjà constitué. Si vous êtes investisseur dans le private equity, si vous êtes dans les premiers à investir dans un fonds, vous ne savez pas exactement dans quoi vous allez être investi, vous êtes appelé au fur et à mesure. Donc un portefeuille secondaire, c'est un portefeuille qui est déjà partiellement constitué. Donc les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels, dans un contexte un peu au ralenti, vont chercher un peu de liquidité à fournir à leurs investisseurs et donc vont chercher à vendre une partie de leur portefeuille. Alors c'est pas du tout un gage de qualité ou de mauvaise qualité, mais c'est plutôt qu'ils vont choisir d'autres opportunités d'investissement et pour créer un peu de liquidité, vont revendre ces portefeuilles. C'est pas qu'on a envie forcément de se débarrasser de ces boîtes parce qu'elles valent plus rien ou que la création de valeur ou la captation de valeur s'est faite. Exactement. Il y a encore des histoires dans ces entreprises qu'on retrouve dans des portefeuilles de secondaire. Exactement. Et donc, il y a des gérants spécialisés qui vont se positionner sur ces portefeuilles, alors qui certes sont déjà constitués, qui seront potentiellement plus diversifiés, avec une durée plus courte, et donc plus de prédictibilité encore sur les rendements. Des risques. Et là, la collecte a été impressionnante. Impressionnante. On parle alors de 60... C'est un décollage, là. Alors, sur 2 années, on va dire, mais on parle de 60 milliards l'année dernière, et là, on a encore vu des levées de fonds records à plusieurs dizaines de milliards. Donc, on comprend très bien que pour un investisseur, et notamment pour un investisseur privé, qui ne peut pas forcément se permettre d'attendre, c'est une bonne porte d'entrée. Exactement. C'est une bonne porte d'entrée pour ces actifs privés quand on est un client privé. Il va avoir un portefeuille qui peut être déjà constitué et d'un point de vue technique, il va se faire appeler tout de suite sur la totalité du portefeuille plutôt que d'avoir à attendre actif après actif. Ensuite, je ne dis pas que les rendements l'un sont meilleurs que l'autre, mais voilà, il y a une stratégie qui est un petit peu différente. En termes de perspective, une fois qu'on a dressé ce panorama, Alexandra, il nous reste 3 minutes. Qu'est-ce que vous voyez alors dans ces segments qu'on a décrits? Est-ce qu'il y a de nouveaux segments qui arrivent, de nouvelles classes d'actifs entre guillemets? Et justement, où est-ce qu'on retrouve le plus ce phénomène de démocratisation? Alors, la démocratisation, effectivement, c'est un grand mot. Juste pour resituer, on estime qu'aujourd'hui, les clients privés, la démocratisation, détiennent moins de 10% du total. Donc, il y a des potentiels de croissance énormes. Et ce qui est peut-être nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai souffle nouveau de la part des régulateurs d'une prise de conscience que cette classe d'actifs a toute sa place dans un portefeuille, comme je viens de le mentionner, toute sa place pour justement aller financer l'économie réelle. Donc, il y a des incitations réglementaires, légales, justement, à mettre des actifs privés dans les portefeuilles des épargnants. On l'a vu en Europe, on est en train de le voir en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Et donc, on voit une prolifération du coup de solutions pour répondre à cette demande et pour pouvoir permettre aux investisseurs, notamment particuliers, d'investir. Capital naturel.
On en parle à chaque fois avec vous, Alors, on en Alexandra. parle donc dans les grandes tendances de la rentrée. Mais ça, Effectivement, oui. ça reste. D'accord. On en parlait, donc cette transition écologique, comment répondre justement aux besoins qu'on a de financement aujourd'hui de la transition énergétique et écologique au sens large. À travers l'infrastructure notamment. L'infrastructure notamment, les projets éoliens, les projets notamment de permettre de la transition donc sur tout ce qui est énergie verte, économie circulaire, mais également finalement la forêt, donc ce qu'on appelle le capital naturel vert, qui permet d'avoir une empreinte carbone quasi négative par cet investissement. Je ne serais pas surprise de voir ces classes d'actifs qui continuent de croître dans les portefeuilles. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il nous reste une minute sur le capital. Alors peut-être le segment le plus risqué, le venture, ce qu'on appelle le venture, le capital risque. Est-ce que financement, derrière c'est la question du financement de l'innovation, etc. Est-ce que c'est un marché qui repart un peu, ou est-ce que ça reste compliqué dans ce segment spécifique-là? Alors, je parle plus précisément en Europe. On parlait, le marché du private equity aujourd'hui voit un ralentissement. Je parle pas plutôt un repricing en termes de valorisation, mais qui est en train de s'organiser, se structurer pour justement fournir des portes de liquidité. Je parlais du private equity, donc du secondaire sur le private equity, mais il y a également le secondaire sur les infrastructures qui est en train d'évoluer et de venir à maturité. Mais ça veut dire qu'on a oublié la bourse, quoi. La bourse n'est plus une porte de sortie évidente. En complémentarité. Parmi d'autres. Une parmi d'autres. Alexandra Solnik, directeur des relations investisseurs Private Assets chez BNP Paribas Asset Management, qui est avec nous cette semaine, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse sur Bismart for Change.